Bonjour, je m'appelle Marlène, je suis une professionnelle en relations d'aide et j'ai un baccalauréat en sexologie et une maîtrise en intervention en toxicomanie. Je suis une membre des fraternités anonymes. J'ai fait des meetings pendant plus de 25 ans et aujourd'hui, je viens faire de la 12e étape avec vous. Je suis aussi une flamme jumelle. C'est un parcours spirituel. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, il y a d'autres capsules qui expliquent un petit peu plus le processus des flammes jumelles. Sinon, flamme jumelle ou pas, tout le monde est bienvenu à partir du moment où il se reconnaît dans un parcours d'éveil spirituel, c'est-à-dire que on reconnaît qu'on a une puissance supérieure à nous-mêmes. En ce qui me concerne, je l'ai dit souvent dans mes autres capsules, pour moi, la puissance supérieure, c'est de l'amour. Ce n'est ni plus ni moins que de vouloir vivre dans l'amour. Alors, je serais très contente que vous puissiez partager mes vidéos parce que le but, c'est ça, le but, c'est d'aider le plus de gens possible. Et je pense fondamentalement que quand on fait cet acte d'aller aider la personne qui souffre encore, ben, on est remercié au centuple par cette puissance supérieure qui ne veut finalement que les êtres humains qui vivent sur cette terre le fassent dans l'amour, dans la paix et dans le partage. Je vous avais promis qu'on allait parler des mécanismes de défense. Et je vous dis tout de suite que moi, j'ai un livre que j'aime beaucoup. Ça s'appelle « Je réinvente ma vie » de Young et Klosko. Et si vous avez envie de travailler plus particulièrement sur vos schémas, eh bien, vous allez pouvoir le faire. Parce que les mécanismes de défense, je vais essayer le plus que possible de vous donner les informations générales pour vous susciter justement à aller plus loin, puis à regarder comment vos mécanismes de défense se sont installés et aussi qu'est-ce que ça a donné comme schéma. On appelle ça des patterns très souvent, mais en fait en français c'est des schémas. Comment nos patterns se sont installés, puis des patterns, ben c'est simplement qu'à un moment donné, moi, je pense que ça m'a pris comme 3 séparations pour en arriver à me rendre compte, parce que j'avais comme un peu l'illusion que moi, j'étais pas pareil. Hein? Quand j'étais adolescente, je pensais vraiment que moi, je réussirais mes relations amoureuses. Là. Je sais pas où j'avais pris ça, mais c'était probablement un peu par jugement des personnes qui étaient autour de moi. Mais bon, je me suis rendu compte, je pense à la 3e séparation, que j'allais avoir des problèmes avec ça. Donc, c'est devenu dans ma tête très clair que j'étais dans un pattern et que j'avais du travail à faire. Ça ne veut pas dire qu'au moment où je l'ai réalisé, que j'étais prête à le faire. Mais je le voyais au moins. J'étais sortie du déni. J'étais capable de dire, OK, je suis dans un pattern. Donc, ça se peut pas là, que ça soit toujours les autres qui soient pas corrects. Si je me retrouve avec une 3e séparation, c'était pas nécessairement de la vie en commun, là. Ça pouvait être aussi des relations chum-blonde. Mais pareil, j'avais été avec des personnes que j'aimais, puis je me retrouvais à les avoir perdues. Puis ça, je me disais que c'était pas volontaire, là. Qu'est-ce que je pouvais bien faire pour en arriver là? C'est sûr que si vous pouvez regarder toute la question de l'abandon, du rejet, vous allez les retrouver là, dans les schémas, dans le livre de « Je réinvente ma vie », mais les grandes blessures de l'être humain, abandon, rejet, trahison, injustice et humiliation. Donc, très souvent, vous allez voir qu'entre 0 et 6 ans, on va vivre ces émotions-là, puis ensuite, on va les revivre à nouveau. Donc, on va se retrouver dans
dans des situations avec les autres êtres humains qui vont nous ramener en fait ce qu'on a vécu dans notre petite enfance. Bon, je trouve que c'est toujours important de dire que c'est pas de la faute de personne. C'est pas de la faute de personne, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas du travail à faire, qu'on n'a pas quelque chose à faire. On peut faire des choses, on ne reste pas dans des relations toxiques. Mais je ne peux pas tout vous dire dans une demi-heure, puis des fois, je peux avoir tendance à m'éparpiller. Alors, on se ramène sur les mécanismes de défense, puis les relations toxiques. On en parle dans d'autres capsules, puis on va y revenir aussi. Donc, les mécanismes de défense entre 0 et 6 ans, j'ai vécu des émotions. Et si je suis un être intelligent, puis bon, la plupart d'entre nous, on est des êtres intelligents, on a trouvé des moyens pour se protéger de ça. On a fait comme des espèces de petits murs, là. Un tel me fait du mal, m'a refait du mal plusieurs fois, il va falloir que je me protège, bon. Et ça va s'installer tranquillement, ces petits murs-là, en mécanisme de défense. Donc, à force, à un moment donné, puis c'est tout à fait correct. C'est tout à fait correct si on est avec des gens qui nous font du mal, que ce soit volontairement ou pas. C'est très sain de s'installer des mécanismes de défense, de faire en sorte que ces personnes-là arrêtent d'avoir ces comportements-là avec nous. Donc, on n'est pas des punching bags, on ne va pas se laisser faire. Fait que les enfants, on va faire ça, on va dire, bon, ben là, moi, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas. Le problème de ça, c'est que on va avoir besoin, en tant qu'adulte, je vous parlerai à un moment donné de la sexualité des adolescents, puis comment ça va se transformer, comment certains mécanismes vont se transformer dans la sexualité des adultes en passant par l'adolescence. Mais pour aujourd'hui, on regarde dans cette capsule-ci toute la question de comment je fais pour me débarrasser des mécanismes que j'ai mis en place qui ne me servent plus aujourd'hui. Par exemple, si j'ai mis un mécanisme pour me protéger de l'abandon, ben si je rencontre des personnes abandonnées, qu'on dit, qui vont avoir tendance à ne pas prendre leurs responsabilités dans les relations, puis que je les fuis, ben ça va être une saine fuite. Par contre, si je rencontre des personnes qui m'aiment vraiment et qui veulent vraiment avoir une relation avec moi, ben là, ça ne fonctionne plus. Alors, ça, c'est un exemple seulement de ce qu'on peut faire avec nos schémas en termes d'erreurs, je dirais, pour une personne mature qui a passé au travers ces difficultés. Parce qu'il faudra passer à travers des difficultés. Parce que je vais avoir tendance, souvent, si j'ai été abandonnée dans mon enfance, à aller me chercher des personnes qui vont m'abandonner aussi. Et c'est dans leur mécanisme toxique. Ils vont m'abandonner, ils vont me laisser en plan sans prendre leur responsabilité dans la relation et ça va m'amener à me donner raison. Hein? Et on dit que l'être humain est prêt à tout pour avoir raison, même parfois prêt à mourir pour avoir raison. Donc, on va faire en sorte que ça va nous donner raison. On va se dire, ben moi, je le savais, que personne ne m'aimerait jamais, puis que j'aurais fini par être abandonnée de toute façon. Et d'un abandon à l'autre, ça va nous consolider dans ce mécanisme de défense. On ne se rend pas compte que c'est nous qui allons vers des personnes abandonnées. On va plutôt avoir l'impression que c'est un hasard, qu'on est abandonné tout le temps, puis que finalement, c'est parce qu'on n'est pas aimable qu'on nous abandonne. C'est souvent, pour moi, ça a été un long cheminement
que de me rendre là, pour avoir ressenti de l'abandon, un père qui a quitté la maison en bas âge, bref, j'ai encore des parents vivants, donc je ne vais pas vous raconter toute leur histoire parce que ça leur appartient à eux, mais c'est venu teinter mon histoire à moi qui a fait que j'ai eu peur d'être abandonnée. J'avais de la difficulté à rentrer dans des relations d'amitié, j'avais de la difficulté à rentrer dans des relations amoureuses. J'étais continuellement dans ce mécanisme-là, non, non, je ne vais pas, parce que de toute façon, je vais être abandonnée. Je risque d'être abandonnée. Alors, il a fallu que j'apprenne à m'aimer pour réaliser qu'en fait, j'avais commencé à avoir des mécanismes tellement toxiques que je provoquais l'abandon. Et je me suis vue, à force d'écrire, de faire de la thérapie, de faire du mouvement, de partager avec ma marraine, je me suis vue dans mes comportements qui faisaient comme soit j'abandonne avant d'être abandonnée ou je pousse l'autre à m'abandonner. Donc, ça va être un cheminement dans chacun de nos mécanismes de défense. Bon, vous allez dire, ça va être long. Ben oui, ça va être long, mais on a toute la vie pour faire ça. Puis l'important, c'est de sentir qu'on évolue. L'important, c'est de sentir qu'on est de plus en plus heureux, qu'on est de mieux en mieux dans notre peau, puis qu'on est aussi mieux dans nos relations avec les autres. Bon, parfois, on va peut-être reconstruire nos relations avec nos enfants d'abord et avant tout, ensuite dans l'amitié, puis quand on se sentira assez solide, ben, on pourra peut-être rentrer en relation amoureuse, puis de réaliser tout le parcours qu'on a fait. Parce que ce parcours-là nous mène là. Que ce soit un parcours de flamme jumelle, en fait, c'est pour moi exactement la même affaire. Dans un cheminement spirituel, moi, si quelqu'un m'avait dit « Bon, tu ne pourras pas te sauver de ce que tu ressens par rapport à ton autre, mais de toute façon, tu aurais ce travail-là à faire pareil, que tu sois en relation avec une flamme jumelle ou pas, tu auras à faire face à tes problèmes de comportement. » Pardon. Les problèmes de comportement, ils sont rarement faits méchamment. Ils sont faits simplement sur la base de j'ai eu des carences dans mon enfance. Puis bon, c'est pas toujours juste les parents non plus. Il y a des professeurs qui nous ont fait du mal. Il peut y avoir plein d'autres personnes qui nous ont fait du mal. Alors, on va être resté avec ça sans trop avoir su quoi faire. Évidemment, parfois, ça va arriver qu'on a des gens autour de nous qui sont capables de nous aider à passer au travers des difficultés, mais parfois, non. Malheureusement, la plupart des personnes, peut-être pas toutes, mais la plupart des personnes qui ont des problèmes graves de toxicomanie ont vécu des choses, puis il n'y avait personne autour d'elles pour les aider à passer au travers. C'est prouvé que ça fait toute la différence dans la vie d'un être humain si la personne reçoit de l'aide au moment où elle vit ce qu'elle vit en termes là, de trauma. Donc, il y a des études qui ont été faites sur des enfants qui ont vécu, par exemple, des abus sexuels. Et quand l'enfant a été entouré de professionnels, de ses parents, des adultes qui l'ont accompagné, qui l'ont aidé, ben, les impacts sont à peu près nuls dans la vie adulte, sinon nuls. Alors que l'enfant qui n'a pas reçu d'aide, pour toutes sortes de raisons, hein, ça se peut des fois l'enfant, il n'osera même pas le dire de peur que son père se fâche et puis... j'ai vu ça, moi, ces exemples-là, de mon père aurait pu se fâcher puis tuer mon oncle. Là, mon père se serait retrouvé en prison puis moi, j'aurais pu eu mon père. Un enfant, ça peut penser comme ça. Donc, c'est pas nécessairement parce qu'il n'y avait pas des bons parents, c'est que lui, dans
sa distorsion, le cognitif d'un enfant, la façon de penser d'un enfant, il n'y a pas de maturité, là, c'est un enfant. Alors, il va souvent penser de toutes sortes de manières, puis ça va faire en sorte qu'il ne recevra pas d'aide quand il en aurait eu besoin. Donc, c'est important que l'enfant reçoive de l'aide, mais malheureusement, trop souvent, on n'en a pas eu. Donc, on va monter nos schémas. Par exemple, le schéma d'abandon dont je vous parlais tout à l'heure, bon, on peut vivre de l'abandon sans nécessairement que ce soit quelque chose de dramatique dans notre vie adulte. Le problème, très souvent, moi j'ai vu énormément de dépendants, surtout des hommes, qui se font vivre des peines d'amour une après l'autre sans prendre le temps de regarder où ça les ramène. Dans quel abandon? Je suis dans une peine d'amour, où c'est que ça me ramène? Dans quoi? Dans quelle relation? Et très souvent, on va voir que ça ramène dans les relations avec nos parents, avec des professeurs, avec nos grands-parents. Et là, on va nettoyer ça, hein? On va en prendre conscience, on va le partager avec un autre être humain, avec un intervenant, puis on va nettoyer ça. Mais si je m'en vais fumer du crack, ça ne va rien nettoyer pantoute, là. Donc, c'est sûr et certain que je vis une peine d'amour, elle me ramène à mes difficultés d'enfance, je vais la geler, puis que je fais ça pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'est sûr que je vais me monter un mur de schéma d'abandon qui va être très difficile à déconstruire. Parce que là, mon intellectuel, mon ego, parce que c'est ça l'ego. L'ego, c'est tout ce qu'on monte en mur en termes de protection qui peuvent être utiles quand c'est avec des personnes qui ont des comportements toxiques, mais qui ne le sont plus du tout avec des personnes qui n'ont pas des comportements toxiques. Alors, vous pourriez même rentrer en relation avec des personnes qui ont, sans être parfaits, qui ont des comportements adéquats, mais vous avez tellement peur d'être abandonné que vous allez vous mettre à être jaloux, à être envieux, à surveiller l'autre, à être envahissant, à avoir toutes sortes de comportements qui viennent de vous, là, ça n'appartient pas à l'autre, ça vient de vos blessures. Alors, l'ego va se bâtir sur des blessures et ces mécanismes-là vont s'installer tranquillement et créer des schémas. Alors là, vous pouvez avoir le schéma d'abandon, mais vous pouvez avoir le schéma du rejet aussi. Puis plus les schémas vont se multiplier, bien, plus votre personnalité va se construire de façon... le mot qui me vient, c'est inadéquate, mais je pense que c'est ce mot-là, peut-être qui est le bon. Ça va se construire de façon inadéquate. Ça va se construire en réaction continuellement aux autres êtres humains, parce que dans nos peurs, parce que dans nos blessures, parce que, par exemple, il y a le schéma d'abandon, quand je vous disais que je vais tout faire pour être abandonné, ben l'autre a beau être équilibré, mais si on est continuellement dans des mécanismes pour le provoquer à nous abandonner, ben c'est bien plate, mais peut-être qu'on va finir par y arriver. Moi, je fais de la supervision d'intervenants et très souvent, les résidents ou les usagers sont dans ces dynamiques-là. L'intervenant cherche à être bienveillant avec la personne, à créer un lien, à bâtir une relation, à travailler ensemble pour l'aider. Et le résident va se complaire parfois dans des comportements d'auto-sabotage, de rechute, de rejet de l'intervenant, de quitter, de faire des choses qui ne correspondent pas au code de vie, sachant très bien que l'intervenant est tenu de faire respecter le code de vie. Donc, on fait ça, on peut faire ça avec des professionnels, on peut faire ça dans notre vie privée. Des fois, je vous dirais que ça commence un peu comme ça. On le fait dans notre vie privée tellement
qu'on fait le vide, puis à un moment donné, on se retrouve dans une maison où est-ce que y a des intervenants, dans des hébergements, et on va faire vivre ça aussi aux intervenants qui travaillent avec nous. Mais les intervenants, c'est des êtres humains aussi. Ils ont leurs limites aussi. À un moment donné, vous ne pouvez pas, parce que tout ça, il y a aussi une gradation, il faut se le dire. On ne peut pas grader des murs comme ça, faire monter des murs de mécanismes de protection, de mécanismes de défense, puis de ne plus être capable de rentrer en lien avec les êtres humains parce qu'on a tous ces mécanismes-là pour les éloigner de nous. Ben, à un moment donné, on va frapper le mur qu'on ne pourra plus. On va venir à bout même des intervenants les meilleurs. Puis, on n'est pas loin de là avec la santé mentale, là. Quand on se retrouve avec des graves problèmes de santé mentale, c'est parce qu'on a des mécanismes de défense qu'on a laissés s'installer, puis qu'au lieu d'aller les confronter, hein, on peut faire de la confrontation bienveillante avec soi-même, bien, au lieu d'aller les confronter, qu'on va aller les geler avec toutes sortes de substances, bien, on va pas... La santé mentale, c'est comme la santé physique. Je ne vais pas améliorer ma santé physique si au lieu d'aller dire à quelqu'un « ça me fait de la peine, qu'est-ce que tu m'as dit », ben je vais aller fumer un joint. Ça ne va pas régler mon affaire. Puis ça risque de ne pas améliorer ma santé mentale non plus. Donc, à force, là, je vous dis tout ça, mais en même temps, je suis très consciente que les personnes qui écoutent mes vidéos, vous êtes habituellement plus dans la grosse consommation, de fuir vos émotions et de monter des mécanismes encore à un point tel que vous allez en arriver à des problématiques de santé mentale. Cela étant dit, bon, la santé mentale, c'est complexe et ce n'est pas que des problèmes de schéma, là. C'est pas absolument pas ça que je dis. Il y a des problèmes au niveau physique, de neurotransmetteurs dans le cerveau. Moi, ce que je vous parle, c'est vraiment des problèmes caractériels qui augmentent continuellement avec la consommation et qu'on se retrouve dans des situations où on n'est plus ou de moins en moins capable d'être en relation avec d'autres êtres humains. Alors, si vous êtes très fonctionnel chez vous, avec votre conjoint, vos enfants, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à regarder, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que si on continue de laisser les mécanismes de protection s'installer, puis que ça fait quelques fois que les gens nous reflètent, ben non, je ne t'abandonnerai pas, non, je ne suis pas en train de te rejeter, non, je n'ai pas voulu te trahir, et que nous, on persiste, on maintient que les personnes ont tort et qui veulent nous faire du mal, ben là, je pense qu'il est sérieusement le temps de regarder les schémas qu'on a bâtis dans notre vie. J'aime bien donner l'exemple que je vois très souvent. Des personnes, par exemple, qui se sont isolées parce qu'ils en sont arrivés. On va se parler dans une autre vidéo. Là, j'ai plus le temps, puis je ne veux pas que ça soit trop long, mais du schéma tous mes dus. Alors, il y a des gens qui ont des attentes tellement surdimensionnées face aux autres que à un moment donné, c'est très difficile d'être en relation avec eux aussi. Parce qu'on a à prendre soin de soi d'abord et avant tout, en priorité, et que oui, l'autre, que ce soit quelqu'un qui nous est très proche, ou que ce soit quelqu'un avec qui on travaille, ou que ce soit quelqu'un pour qui on est rémunéré pour donner de l'aide, ben ça reste que c'est à lui d'aller chercher ses besoins essentiels, d'aller régler ses problèmes
patterns, ces problèmes de schéma, de travailler sur ces mécanismes de défense. Alors, on a tous nos limites, puis on s'attend tous à ce que la personne apprécie ce qu'on lui donne et ne considère pas que ça lui est dû. Et il y a des personnes qui, parce qu'ils ont cette impression-là, que tout leur est dû, vont créer beaucoup de bisbilles autour d'eux et ils ne s'en rendent pas compte. Ces gens-là, peut-être que si vous vous reconnaissez dans la personne qui va dire à son intervenant ou à son psy que les groupes ne l'intéressent absolument pas. Moi, ça m'est arrivé souvent, les intervenants me disent ça. Oui, mais il ne veut pas faire de groupe, ça ne l'intéresse pas. Ben, ça serait peut-être important qu'ils regardent pourquoi. Parce que si les groupes ne vous intéressent plus, c'est probablement parce que vous vous êtes coupé des autres. Puis parce que vous pensez que vous, tout vous est dû, puis que vous êtes supérieur aux autres. Je suis très consciente que ça s'installe sur un sentiment d'infériorité, sur un sentiment que vous n'êtes pas à la hauteur, puis ou que vous ne voulez pas vous voir. Moi, j'entends ça souvent là, avec des personnes dans une salle de meeting. Vous jugez les personnes qui sont dans une salle de meeting. Moi, vous pourriez me retrouver dans une salle de meeting. Pourtant, je suis quelqu'un qui, je pense, réalise bien sa vie, se réalise bien, est tout à fait fréquentable, mais vous vous êtes fait une idée fausse de qui va faire des meetings. Et pour vous, vous n'allez pas vous abaisser à ça. Bien, si on grattait un peu, là, si je vous avais en avant de moi, on pourrait aller voir d'où ça vient ça. C'est quoi les blessures qui ont fait que vous vous êtes mis ces mécanismes de défense-là en place et ça vient chercher quoi dans vos schémas? Faites juste l'effort d'essayer. Vous n'êtes pas obligé d'être amis ou de fraterniser avec les 30 personnes qui sont dans la salle de meeting. Si pour aujourd'hui, vous avez besoin d'un certain type de personnes, bien, collez-vous aux gens que vous trouvez qui vous ressemblent le plus. Et déjà là, ça sera un effort majeur de fait. Donc, j'espère un peu avoir clarifié qu'est-ce que nos mécanismes de défense comment nos mécanismes de défense peuvent nous pourrir l'existence, peuvent faire en sorte qu'on se retrouve seul, on ne sait pas trop pourquoi, on a l'impression de ne pas être aimable, de ne pas être à la hauteur et que c'est bien le contraire. Vous savez, aux yeux de la puissance supérieure, aux yeux de l'amour, si je vous regarde avec des yeux d'amour, il n'y a pas un être humain qui est supérieur à l'autre. Et croyez-moi, ce n'est pas l'argent qui fait la différence. Il y a des gens qui sont tout à fait malveillants et qui ont plein d'argent. Qui ont des comportements malveillants, entendons-nous. Mais quand on enlève les personnalités, puis qu'on regarde l'âme, celle de ce qu'on se disait en début de capsule, celle qu'on va se rappeler quand la personne va décéder, sa partie, la belle partie en elle. Alors, si on regarde l'âme de la personne, on est tous égaux. On est tous des petites lumières. Il n'y en a pas une qui brille plus que l'autre. Mais si vous sentez que vous êtes éteint, bien, allez vers la lumière. Allez vers la lumière et vous allez réaliser que vous n'êtes pas éteint. Vous êtes peut-être dans l'obscurité et vous n'avez plus d'énergie. On se parle beaucoup d'énergie encore. Vous n'avez plus l'énergie qu'il faut pour vous reconnaître dans votre lumière, dans votre beauté d'être humain. Mais j'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que vous allez partager
à la personne qui souffre encore, c'est-à-dire que vous allez faire, vous aussi, de la 12e étape, partager mes vidéos, puis pas nécessairement juste les miennes, ça peut être les vidéos de personnes qui vous amènent de l'énergie constructive. Partager, comme on partage un bon livre, j'ai fait ça en début de vidéo, partager avec les personnes qu'on aime, c'est aussi avancer dans notre cheminement spirituel. C'est la grâce que je vous souhaite, chers amis. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée et je vous aime. Au revoir.